Bonjour Serge. Bonjour Olivia. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Très bien, merci. Écoute, je suis ravie d'être avec toi pour t'écouter et en savoir plus sur l'histoire de la francophonie hors du Québec. Et pour nos auditeurs, en fait, qui ne te connaissent pas encore, je vais te présenter. Alors Serge, tu es historien professionnel et tu œuvres à Québec. Tu es membre associé également de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de l'Université Laval. Très actif, tu es aussi membre du groupe de recherche universitaire sur les nationalismes transfrontaliers ainsi que de siéger sur le conseil d'administration des rendez-vous d'histoire de Québec. Donc, vraiment, tu es la personne parfaite. Donc, pour parler justement d'un demi-siècle de francophonie mondiale. Et à cet effet, Serge, tu vas présenter les 3 agences qui ont été créées pour la francophonie continentale par l'État québécois. Alors, pour souligner, en fait, c'est à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie, qui est le 15 août, pour rappel, que le Centre de la francophonie le Centre de la francophonie des Amériques commandite la présente discussion. Alors, j'aimerais te poser la première question suivante. L'idée que les Québécois ont abandonné les francophones du reste du Canada persiste malgré les efforts et les investissements qui ont été faits. Pourquoi? Je vous dirais qu'il y a une évolution paradoxale, c'est-à-dire que les francophonies ont eu tendance à faire partie d'un réseau institutionnel qui était sous l'égide de l'Église catholique pendant plus d'un siècle, ce qui faisait en sorte que les frontières provinciales et même la frontière canado-américaine, à l'époque où les États offraient peu de services, puis c'était des structures limitées, étaient moins pertinentes qu'elles le sont aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que les gens pouvaient appartenir à une nation qui débordait les frontières du Québec et qui s'inscrivait dans la réalité aussi dans leurs relations avec des organisations, des institutions qui répondaient à une variété de besoins, qui soient religieux, éducatifs, culturels ou même au niveau de la santé, la prise en charge des enfants vulnérables. Donc, il y avait cette énorme structure-là qu'on appelle parfois une Église-nation qui encadrait la vie des Canadiens français au Québec et à l'extérieur, on pourrait dire en Acadie, dans l'Ouest et puis également en Nouvelle-Angleterre. Avec les années 1950 et les années 1960, il y a une prise en charge par les États, et dans le cas du Canada, mais par les provinces, afin d'augmenter le financement dédié aux services sociaux et principalement à l'éducation et à la santé. Ce qui fait en sorte que les gens ont plus de rapports avec des institutions qui relèvent de leur province et leur identité aussi commence à se refléter davantage à l'intérieur de structures provinciales. Donc, on peut voir, alors qu'on ne se serait pas beaucoup dit québécois dans les années 1950, c'est une expression qui prend beaucoup de popularité à partir des années 60 et surtout les années 1970, tout comme l'expression franco-ontarien ou franco-américain, alors qu'autrefois, on aurait plus parlé de Canadien-français. Donc, il y a cette évolution-là qui se passe, puis en même temps, à cause de l'investissement des États et des provinces envers la culture, eh bien, on développe des structures très importantes pour veiller au développement de cette culture-là et aux relations entre groupes qui se trouvent dans différentes juridictions. Donc, dans le cas du Québec, c'est le ministère des Affaires culturelles qui est fondé par le gouvernement Lévesque en 1900, le gouvernement Lesage en 1961 et qui a pour mandat, oui, de soutenir la culture canadienne-française au Québec, de veiller à son développement, mais aussi d'entretenir des relations entre l'État québécois et les minorités francophones, des relations de nature politique avec ces communautés-là. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, il y a une espèce de provincialisation qui se fait au niveau des structures, des communautés et au niveau politique, donc dans l'esprit de la conscience collective québécoise, les minorités hors frontières occupent de moins en moins de place.
En même temps, c'est le début d'un investissement de l'État québécois dans des relations officielles politiques avec les porte-paroles de ces communautés-là. Mhm. Donc finalement, c'est, on peut le dire, une fausse croyance, cette idée-là d'abandon, entre guillemets. Ben, c'est-à-dire, elle prend un aspect Mm. où abandon, c'est un peu fort, je dirais, c'est une expression qui est un peu subjective. Euh, c'est vrai que la place qu'occupent les minorités hors frontières diminue dans la conscience collective au Québec à partir des années 1960. Ça, c'est clair. En fait, il y a un déclin rapide dans la sensibilité qu'on a parce que on dirait que tout se québécise pendant ces périodes-là et les minorités ont un sentiment d'être laissées pour compte. Cela étant dit, la conférence que j'ai préparée au mois de février et dont on parle aujourd'hui, c'est l'idée que c'est aussi le début d'une relation entre élites politiques. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette croyance populaire-là qui est répandue dans la société civile, parce que les relations passent d'un niveau institutionnel qui s'exprime au niveau local chez les gens ordinaires et déplacé vers des rencontres et des relations entre des organisations comme telles qui comprennent assez peu de gens finalement. Mhm. Et donc, ces organisations-là, ils sont là aussi pour appuyer finalement les communautés franco-canadiennes, autant du point de vue financier que politique, justement pour améliorer leurs conditions locales. Oui, donc on pourrait parler de la première agence qui est le Service du Canada français d'outre-frontières, qui est une agence gouvernementale qui a été créée sous le ministère des Affaires culturelles. Son premier directeur était Georges-Henri Dagneau, qui avait été un journaliste au droit d'Ottawa Hall et qui fait une tournée en 1963 afin de réconcilier les objectifs du ministère, qui est vraiment le soutien à la culture canadienne-française du Québec et à son rayonnement hors frontières, avec les objectifs politiques des associations provinciales. Donc, on peut parler, par exemple, de la Société nationale de l'Acadie pour les maritimes, qui en fait regroupe des Acadiens des 4 provinces des provinces atlantiques, et puis l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, qui est l'association porte-parole des Franco-Ontariens depuis 1910. Donc, on cherche à entreprendre des relations avec ces communautés-là, mais déjà là, on voit qu'il y a une espèce de différence sur les objectifs du ministère des Affaires culturelles et de l'État québécois et des décideurs politiques québécois et les personnalités politiques qui se retrouvent dans le réseau associatif. Parce que eux, ou ces associations-là, ce qu'elles cherchent, c'est de l'appui politique pour qu'elles puissent faire exercer davantage de pression sur leurs gouvernements provinciaux qui se chargent de l'éducation et de la santé afin qu'ils offrent plus de services en français. Faut se ramener à l'époque, au début des années 1960, ça fait juste une trentaine d'années que l'enseignement du français n'est plus interdit au niveau primaire. Et on n'offre toujours aucun financement pour l'éducation secondaire de langue française. Il n'y a pas de loi ou de politique de services provinciaux en français dans le domaine de la santé, par exemple. Donc, il y a énormément de travail à faire et les associations se disent, bien, en fait, nous, on ne peut pas se faire, en fait, ce sont des petites organisations qui ont très peu de financement. Ils font des souscriptions, sauf que les souscriptions dans les paroisses, elles sont en train de diminuer. Donc, on a besoin de trouver une solution de rechange. Le gouvernement fédéral n'a pas élaboré ses politiques pour le bilinguisme officiel encore et se dit, ces associations-là se disent qu'il faudrait peut-être obtenir un financement du Québec en se disant, ben, le Québec veut favoriser l'ascension sociale des Canadiens français, augmenter la place du français dans l'État et les agences publiques. On pourrait peut-être être des alliés dans tout ça. Mais il y a une espèce d'hésitation parce que, à cause de la nature du fédéralisme, on a un peu peur de se faire critiquer aussi là, pour le traitement. Le Québec a une hésitation de se faire critiquer pour le traitement qu'il est peut-être en train de réserver à la langue anglaise alors qu'on cherche à devenir de moins en moins bilingue. Parce que
Québec est une province bilingue à l'époque. Donc, on cherche à mettre de l'avant le français un peu plus. Donc, il y a comme une espèce d'hésitation. Il y a on ne veut pas créer une dépendance. Donc, mais cette idée-là est un peu bizarre parce qu'en même temps, en ayant une ligne budgétaire affectée à la francophonie nord-américaine, il y a quand même une permanence là, au niveau de la dépendance. Donc, on va le faire par projet, mais on ne souhaite pas finalement financer l'action politique francophone directement dans les provinces. Donc, c'est une des premiers constats que Dagneault fait dans les années 1960. Donc, on se dit, ben, peut-être qu'on peut investir davantage dans la culture, le rayonnement de la culture québécoise à l'extérieur des frontières, afin de faciliter la préservation culturelle chez les minorités francophones. Elles sont pas contre nécessairement, mais comment dire, leurs priorités sont légèrement ailleurs à ce moment-là. Donc, le secrétariat, le Service du Canada français de frontières va lancer certaines initiatives, comme par exemple un régime de bourse pour que les étudiants franco-canadiens qui n'ont pas accès à un programme universitaire dans leur langue puissent venir à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval pour étudier. Ils ont un bulletin qui s'appelle Québec-Amérique afin de parler de la réalité sur le terrain francophone un peu partout, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de financement. On aurait voulu que ce soit un journal hebdomadaire, puis ça finit par être un bulletin mensuel, ce qui fait en sorte que les nouvelles du début du mois sont déjà vieilles. Donc, en fait, après quelques années, on finit par abandonner le projet. Mais on souhaite quand même comment dire, accompagner les minorités dans leur modernisation, parce que, comme je dis, le réseau institutionnel franco-catholique est en train de s'effondrer. En Ontario français, par exemple, la moitié des collèges franco-catholiques ont fait faillite en 1962 et 67. Donc, ils ont besoin de trouver des solutions de rechange. Le gouvernement du Québec, par exemple, va permettre ou va investir dans la création d'un centre culturel et d'un bureau à Toronto pour les Franco-Ontariens. Donc, leur siège social est à Ottawa. Donc, on cherche à les rapprocher justement de leur gouvernement provincial. Puis on éponge une partie de la dette aussi pour le siège social qu'on fait construire à Ottawa, dans le quartier des ambassades. Les minorités n'avaient pas, les Franco-Ontariens n'ont pas réussi leur collecte de fonds pour financer la construction de ce siège social-là. Ce que je constate, c'est avec toutes ces actions, ces différents investissements, il y a une réelle volonté du Québec de maintenir la relation avec les minorités francophones canadiennes. De prendre le relais. Il y a une espèce de sentiment d'obligation morale, c'est peut-être trop fort, mais de responsabilité morale envers ces minorités-là, que c'est l'État de la francophonie à l'extérieur du Québec est aussi intimement lié à la stabilité de la francophonie au sein du Québec, que ces deux questions-là ne sont pas dissociées. Sauf que ce sont quand même souvent des politiciens, des intellectuels et des fonctionnaires québécois qui imaginent les structures, et ce qui fait en sorte aussi qu'on commet des erreurs dans le Service du Canada français d'outre-frontières. Donc, Guy Frégault, par exemple, qui est sous-ministre aux Affaires culturelles en 1964, va dire aux minorités, ben, vous devez rajeunir vos méthodes, puis pour sauver la pertinence de vos revendications, parce que vous parlez encore trop du réseau institutionnel franco-catholique, puis il faut passer à autre chose. Sauf que, bon, comment dire, ça peut bien résonner auprès d'un auditoire québécois, francophone, quand les libéraux sont au pouvoir, où on est majoritaire, où on a les moyens, les rênes d'un État. Sauf que en milieu minoritaire, où on n'a pas les rênes d'un État, et où finalement on est contraint un peu à beaucoup de conditions de ce qui est acceptable au point de vue de la majorité anglophone, eh bien, on n'a pas envie là, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. On a envie de préserver et de soutenir ce réseau institutionnel-là. Le catholicisme continue d'être un élément fédérateur dans ces communautés-là. Donc, on n'apprécie pas nécessairement le ton ou l'approche de certaines interventions. Puis, comme je le disais, par exemple, le bulletin Québec-Amérique, qui est un mensuel au lieu d'un hebdomadaire, finit par ne pas répondre aux besoins non plus, parce que les fonctionnaires à Québec voudraient qu'ils fassent la promotion de la culture québécoise, alors que les minorités
préféraient entendre parler de leur réalité, des relations entre les minorités entre elles et avec le Québec. Donc, il y a comme un désaccord sur l'objectif d'un mécanisme comme celui-là. L'autre erreur stratégique que fait le Service du Canada français d'outre-frontières, c'est qu'il, dans cette volonté de modernisation-là, ne veut pas travailler avec deux autres associations qui sont à Québec et qui s'occupent des relations de la francophonie nord-américaine, c'est-à-dire le Conseil de la vie française en Amérique et l'Association canadienne des éducateurs de langue française, qui se penchent respectivement sur le développement des médias, radio, journaux d'un côté, et du développement d'outils pédagogiques pour l'enseignement en français pour l'ensemble des juridictions provinciales. Donc, ces deux associations-là travaillent depuis 1937, 1947 sur cette mission-là. Le Service du Canada français d'outre-frontières ne veut pas travailler avec elles au départ. Il se dit, ce sont des reliques, on a envie de moderniser. Donc, on se prive un peu de ressources aussi là, en prenant un point de vue un peu ferme. D'ailleurs, au Service du Canada français d'outre-frontières, il y aura 5 employés et aucun franco-canadien, c'est-à-dire issu d'un milieu minoritaire qui comprendrait un peu comment ces politiques-là pourraient être reçues dans les communautés. Donc, il y a, comme je le disais, des succès, comme des octrois financiers pour les associations porte-parole afin de les soutenir dans leur action. Puis, en même temps, il y a des ratés ou des angles morts parce qu'on essaie de moderniser presque trop rapidement en ne prenant pas en compte suffisamment la réalité complexe sur le terrain. Oui, donc on voit les limites en fait de l'action de cette organisation. Donc j'imagine qu'il se dirige vers une nouvelle mouture plus adaptée. Oui, donc il cherche à s'adapter à ce moment-là. On commence à signer, par exemple, des ententes de coopération culturelle qui sont signées à partir de 1969 avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Louisiane et la France. Ce sont des ententes afin de favoriser le développement et l'échange de ressources entre les fonctionnaires qui travaillent avec les communautés francophones. Dont en Ontario, et puis de peut-être faire un échange au niveau du développement de ressources adaptées à ce qu'on commence à appeler une communauté anglo-québécoise. On ne disait pas ça auparavant, c'est juste que les anglophones de Montréal ou d'ailleurs faisaient partie du Canada anglais. Ils n'avaient pas l'impression d'être en minorité. Or, quand les frontières provinciales deviennent plus importantes, les régimes politiques provinciaux deviennent plus importants, le développement, la question du rapport à la minorité anglophone au Québec commence à se poser aussi. Donc, ces ententes de coopération culturelle sont un reflet de cette volonté-là de faire un échange, d'établir une certaine réciprocité, non pas avec les associations porte-parole des minorités, mais avec entre fonctionnaires. Donc, il y a cette entente-là. On explore aussi d'autres possibilités parce qu'il faut comprendre, le Service du Canada français d'outre-frontières, c'est quand même vaste. Ça implique des francophones qui sont à l'étranger, aux États-Unis, dans les Antilles, potentiellement même des relations avec la francophonie outre-mer. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque l'État québécois crée en 1965 un service de l'immigration, on le range sous le Service du Canada français d'outre-frontières. Il y a certains projets qui sont abandonnés, comme par exemple la création de maisons du Québec, qu'on aurait eu un peu partout en Amérique du Nord, en partie parce que on commence à avoir des délégations, pas seulement à New York, puis à Toronto, puis à d'autres endroits, mais dans des régions où il y a d'importantes communautés francophones. Donc, on a une délégation à Worcester, au Massachusetts, Détroit au Michigan, Lafayette en Louisiane, même Miami en Floride. Donc, cette idée-là de maison du Québec, encore pour faire la promotion de la culture québécoise hors frontières, est un peu abandonnée. Puis là encore, parce qu'on se dit, est-ce que les minorités francophones devraient être passives dans cette œuvre culturelle-là, ou est-ce qu'on devrait créer des espaces pour échanger puis qu'il y ait une certaine réciprocité? C'est la raison pour laquelle, en fait,
on apprend nos erreurs, on commence à travailler avec le Conseil de la vie française en Amérique dans les années 70 pour soutenir la presse et la formation des journalistes en milieu minoritaire. Et puis, l'Association canadienne d'éducation de langue française continue d'exister et obtient un financement fédéral. Il y a 2 nouveaux ministères qui sont créés aussi en 1968, le ministère de l'Immigration et le ministère des Affaires intergouvernementales canadiennes, ce qui fait en sorte qu'on veut entretenir des relations avec les autres provinces et avec le gouvernement fédéral. Donc, le service du Canada français peine à trouver, à clarifier sa mission au début des années 1970. C'est la raison pour laquelle, lorsque les finances publiques deviennent moins avantageuses au milieu des années 70, eh bien, le gouvernement de Robert Bourassa met la hache au service du Canada français et redirige certains programmes vers un nouveau secrétariat aux affaires intergouvernementales. Oui. Et donc, l'histoire politique fait son œuvre. Cette organisation renaît de ses cendres dans les années 80. Oui, lentement mais sûrement, on se rend compte que la souplesse d'une agence gouvernementale pour se charger d'une francophonie continentale n'était pas anodin et que un secrétariat au sein d'un conseil exécutif ne peut peut-être pas accomplir la variété de projets dans lesquels le service du Canada français d'outre-frontière était impliqué. Donc, le gouvernement Bourassa est défait en 1976. C'est le Parti québécois de René Lévesque qui est élu à ce moment-là. Et lui s'intéresse beaucoup à l'idée d'une coopération politique avec les minorités francophones. Je m'explique, parce qu'on est en pleine période de renégociation constitutionnelle pendant cette période-là. Pierre Elliott Trudeau est premier ministre du Canada et cherche à faire adopter une charte des droits, puis une refonte constitutionnelle ou du moins un rapatriement constitutionnel. Donc vraiment, les francophones plus nationalistes jouent le tout pour le tout. René Lévesque, faut-il le rappeler, c'est le père de la souveraineté association. Donc à l'intérieur de ça, il ne parle pas d'indépendance comme telle, même s'il y en a plusieurs qui se doutent que la souveraineté association, c'est probablement une première étape vers une indépendance politique. On est encore dans la perspective de la réforme de la Confédération afin qu'elle offre une meilleure place, un rééquilibrage des rapports de force pour les francophones, ceux du Québec et ceux des minorités francophones. Donc, à ce moment-là, il y a un interlocuteur qui est fondé à Ottawa, qui s'appelle la Fédération des francophones Nord-Québec, et on veut en faire un compagnon d'armes dans l'élaboration d'une nouvelle relation entre les francophones et le gouvernement fédéral. C'est la raison pour laquelle le gouvernement québécois va financer à ce moment-là des études comparatives entre les droits des Anglo-Québécois et les Franco-Canadiens. C'est là où on voit les disparités là, qui sont quand même immenses au niveau de l'accès à l'éducation et aux services de soins de santé dans la langue de la minorité. On augmente le budget qui est affecté à cette nouvelle fédération des francophones-là. On s'engage dans une idée de réciprocité et d'échange. Et c'est la raison pour laquelle, en 1978, on tient les premières rencontres francophones à Québec, où on invite la francophonie du continent et des francophones d'Afrique et d'Europe, mais en représentation très minoritaire, afin de discuter, afin d'attribuer des prix. C'est dans une ambiance qui est festive parce que ça se tient souvent pendant le Festival d'été de Québec. Sauf que, bon, il y a un agenda politique, il y a des objectifs à chacune des rencontres. Donc, on va pouvoir fonder une association pour les aînés ou une association pour les jeunes ou pour parler, en 1979, de refonte constitutionnelle et parler de ce que ça veut dire la souveraineté nationale, parce que il y avait eu les États généraux du Canada français à peu près une décennie plus tôt, et ça s'était assez mal passé sur les discussions par rapport au statut politique du Québec, parce que en fait, il y avait que des éléments nationalistes qui représentaient la population francophone. Or, la population francophone au Québec n'était pas entièrement indépendantiste, donc il y avait comme un manque de représentativité de la variété d'opinions
au Québec, alors que là, on cherche juste à asseoir des concepts, à montrer que finalement, on était un peu sur la même longueur d'onde par rapport à l'autonomie institutionnelle des francophones, par rapport à la lutte à l'assimilation, par rapport à l'avancement socio-économique des Canadiens français, qu'il y avait beaucoup de terrain en commun. Donc, la vocation des rencontres francophones est à la fois culturelle, sociale et politique. On voit un peu des trois dans ces rencontres-là. Et ce sont des rencontres annuelles qui se tiennent tout au cours des années 1980. En 1980, on annonce que ce sera qu'il y aura une nouvelle agence qui va être mise sur pied. On l'appelle le Secrétariat permanent des peuples francophones. Et là encore, l'utilisation du terme peuple est important. Ce ne sont pas que des individus, ce sont des communautés. Qui dit communauté dit aussi culture et droit politique. Donc, il y a une lecture politique qui est faite de ces communautés-là, pas strictement culturelle. Le siège social est sur la côte de la montagne et c'est une salle où, justement, les minorités francophones peuvent être mises en valeur, que ce soit par leurs publications, la photographie, les arts. Il y a toutes sortes de manifestations qui se passent tout au cours de la décennie. On tient des tintamars à partir des années 80 afin que la francophonie minoritaire ait pignon sur rue au sein de la vieille capitale. Après avoir mis les bases de cette agence, le travail politique continue. Oui. Puis c'est le même gouvernement qui est à Québec aussi. Le gouvernement Lévesque est réélu en 1981, ce qui fait en sorte que cette politique-là se poursuit, sauf qu'il commence à avoir des fissures dans cette solidarité-là à partir de novembre 1981, lorsque il y a une entente constitutionnelle qui est signée sans l'accord du Québec. Et les minorités francophones sont un peu déchirées devant ce geste-là parce qu'il y a à l'intérieur de la nouvelle charte des droits à l'éducation dans la langue de la minorité, donc pour le primaire et le secondaire. Donc, il y a du potentiel là. On parle d'établissement de communauté, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel de gestion et de contrôle de ces écoles-là. Donc, on a espoir finalement de compléter le régime scolaire franco-canadien, tant au niveau des institutions que des structures démocratiques. Donc, il y a un peu d'espoir là, même si on est extrêmement déçus parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de la dualité nationale ou au-delà du bilinguisme officiel, il n'y a pas de nouvelle reconnaissance. On ne reconnaît pas le Québec ou un statut distinct pour cette province-là. Donc, au Québec, on est extrêmement déçus par cette décision-là. Je dis en grande majorité, il y a quand même beaucoup de déceptions que le Québec ne signe pas parce que l'entente ne correspond pas exactement là, aux attentes, aux conditions qui avaient été mises de l'avant par le gouvernement Lévesque. Donc, il y a une espèce de distance qui se prend à ce moment-là. Il y a aussi une récession économique au milieu des années 80, ce qui fait en sorte que lorsque le gouvernement péquiste est défait et les libéraux de Robert Bourassa reviennent au pouvoir fin 1985, eh bien, il y a déjà des discussions de couper le secrétariat permanent au peuple francophone. Ce serait la deuxième fois qu'un gouvernement dirigé par Robert Bourassa mettrait la hache à une agence pour la francophonie des Amériques. On dit non, pas tout de suite. En fait, Gilles Rémillard, qui est le ministre aux Affaires intergouvernementales, réussit à convaincre le président du Conseil du Trésor de préserver le secrétariat s'il peut se pencher sur des questions de la francophonie mondiale, parce qu'il y a un sommet de la francophonie qui va se tenir à Québec en 1987. Donc, on souhaite maintenir quand même des relations en francophonie nord-américaine, mais d'élargir sa mission. Ce qui sauve le secrétariat à ce moment-là, mais qui dilue aussi son action. Et tout le volet de coopération politique est perdu parce que le gouvernement Bourassa a son accord du lac Meech, les 5 conditions pour que le Québec adhère à la Confédération, mais ne souhaite pas entretenir des relations ou des discussions politiques avec les minorités francophones parce qu'il a à ce moment-là une lecture du fédéralisme qui est symétrique. C'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement Bourassa et le ministre Claude Ryan sortent contre la gestion par les francophones des écoles hors Québec,
parce que ça voudrait dire qu'on aurait besoin de créer des commissions scolaires linguistiques anglophones au Québec. Du moins, c'est la lecture qu'on fait de la situation. Geste qui est très mal pris dans les communautés. Parce qu'on se dit clairement que l'État québécois peut intervenir contre la création d'un conseil scolaire franco-ontarien ou franco-manitobain, par exemple. Ça semble être totalement absurde. Mais en se disant que si le fédéralisme est un miroir, ben, ce qu'on donne aux franco-minoritaires, on va devoir le donner aux anglo-québécois. Et Claude Ryan est très religieux, il veut absolument maintenir la confessionnalité du régime scolaire au Québec. On est en 1988-89. Il veut absolument préserver ça. Donc, pour lui, et l'idée d'un système quadripartite où on aurait des écoles franco-publiques, franco-catholiques, anglo-catholiques, hein, ça semblait trop compliqué. Or, c'est ce qui va finir par se produire en Ontario, par exemple, où on a 4 régimes scolaires depuis 1998. Donc, on est dans une situation où les relations sont extrêmement tendues entre le Québec et puis les francophones des autres provinces. Et puis, pour ajouter de l'eau au moulin à l'idée que les Québécois abandonnent la francophonie, ben, on crée un musée de l'Amérique française en 1989 et on met la hache 2 ans plus tard au secrétariat permanent des peuples francophones. C'est quand même une image importante. Donc, on va mettre en valeur les francophonies dans un musée et puis ensuite, on va couper les relations avec les communautés qui sont toujours vivantes. C'est triste. Pardon? C'est triste. Ben oui, on peut dire encore que ça a l'air d'être un jugement moral très dur vis-à-vis de la viabilité des communautés, mais en tout cas, ça, c'est la lecture que les communautés minoritaires en font au Québec. Il y a des impératifs budgétaires pour tout ça. C'est la commission Bélanger-Campeau sur l'avenir constitutionnel du Québec qui est en marche. Mitch a échoué. Donc, on est en crise constitutionnelle. Et puis, ce 300 000 $-là par année, ben, on veut le réaffecter ailleurs. Sauf que c'est ça, ça crée énormément de mauvaise presse. Et je dirais une mauvaise d'amertume aussi chez les communautés. C'est mieux pris chez les francophones du Canada qui ont encore le secrétariat aux affaires intergouvernementales vers lesquels certains programmes sont retransférés comme ils avaient été transférés en 75. Mais pour les francophonies états-uniennes, eh bien, il y a une perte d'interlocuteurs là, qui se passe avec la fermeture à l'hiver 92. Mais donc, c'est vraiment une histoire tourmentée, cette relation entre les francophones des Amériques, finalement, hein, Oui. et le Québec. Et contre toute attente, le Centre de la francophonie des Amériques renaît une 3e fois. Oui, donc ça va prendre un certain temps. Le gouvernement libéral est défait en 94. Le gouvernement du Parti québécois est élu pendant 2 mandats, de 94 à 2003. Lui élabore, mais je vous dirais sur cet enjeu-là, c'est pas un enjeu qui est entièrement partisan, parce que je vous disais que on a coupé les liens avec les francophones des États-Unis où depuis les années 1960, le taux d'assimilation augmente énormément parce qu'on a fermé en Nouvelle-Angleterre, par exemple, les écoles paroissiales bilingues dans les années 1960, alors que au Canada français, on augmente le financement pour l'éducation de langue française. Alors que en Nouvelle-Angleterre, les taux d'assimilation et les transferts linguistiques vers l'anglais atteignent 90 bien, on est plus aux alentours du 20 à 30 là, dans les autres provinces canadiennes. Donc, il y a une lecture, tant chez les libéraux que chez les péquistes, que les seules communautés viables sont celles qui restent au Canada. Puis je vous dirais qu'on prend cette posture-là lorsque le gouvernement de Jacques Parizeau élabore la première politique du Québec à l'égard des communautés francophones et acadiennes du Canada. Première politique de développement de relations dans nombre de secteurs. Donc, on commence avec tout ça, mais il n'y a pas de place pour les francophones des États-Unis dans cette politique-là. Lorsque les libéraux sont réélus en 2003, bien, on se retrouve avec quand même un certain nombre de politiciens qui ont passé du temps à Ottawa. Jean Charest, qui est un ex-politicien, un ex-chef des progressistes conservateurs fédéraux, qui devient premier ministre du Québec.
Et Benoît Pelletier, qui est un professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, qui habite à Gatineau, qui a une connaissance de la francophonie ontarienne pour avoir enseigné à ces jeunes-là dans la seule école de droit de langue française là, à l'ouest du Québec. Donc, on y apporte une lecture légèrement différente de celle du gouverneur Bourassa, qui est un peu plus sympathique, un peu plus adaptée à cette réalité-là. Puis déjà en 2003, on dit, on va créer un centre la francophonie des Amériques afin de resserrer les liens entre les communautés du continent. Et là, je le cite, parce que Jean Charest dit en juin 2003, le Québec a une responsabilité face à ces communautés. Bon, il y a 40 ans d'écart, mais on ramène encore l'idée d'une responsabilité envers ces communautés-là. Benoît Pelletier dit, en fait, il faut sortir d'une lecture misérabiliste de cette réalité-là et affirmer le fait français dans un contexte de mondialisation et d'homogénéisation culturelle. Donc, il entreprend des consultations en 2005 auprès des communautés franco-canadiennes afin d'imaginer le centre. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on consulte les gens et que la consultation est ouverte et qu'il y a des journalistes qui prêtent leur micro, les gens ont parfois tendance à dire tout haut ce qu'ils auraient autrement dit tout bas ou gardé à eux-mêmes. Donc, je vous dirais qu'il y a une volonté, par exemple, dans la Fédération des communautés francophones et acadiennes, qui est le nouveau nom de la Fédération des francophones hors Québec. Donc, c'est la FFHQ est devenue la FCFA. On n'est plus hors Québec, mais on est des francophones du Canada, mais le Québec n'est pas représenté là-dedans. C'est un peu compliqué comme nouvelle dénomination, mais voilà, c'est le nom qu'on a choisi en 91. On dit, regarde, on veut établir des liens permanents avec l'État québécois. Donc, oui, on est d'accord pour l'idée de ramener une agence. On veut qu'elle soit une chef de file dans les causes politiques. Donc, encore, on ramène la question de la coopération politique. Et on veut que ce soit aussi un lieu de réflexion sur l'avenir de la francophonie. Donc, on veut pouvoir y poser les questions difficiles sur la viabilité de la francophonie au Canada. On veut pouvoir se permettre, dans cette agence-là, de poser les questions que l'État fédéral pas nous empêche de poser, mais voit plutôt mal. Donc, quand on parle du déclin ou l'érosion du fait français, ça irrite beaucoup les politiciens fédéraux qui se disent « Oui, mais on investit dans les langues officielles, puis le régime politique qu'on a ne changera pas. » Et puis, alors qu'au Québec, on a plutôt tendance à dire « peut-être si on a ce résultat-là, c'est peut-être parce que le régime politique est imparfait, il faudrait peut-être le réformer ou imaginer autre chose. » Donc, il y a comme une espèce de... On voudrait que au sein de cette agence-là, on puisse se permettre plus de liberté que ce qui est permis dans les rapports entre les communautés minoritaires et l'État fédéral. On dit que la FCFA, qui a un bureau à Québec depuis 1988, et c'est encore le cas de nos jours, pourrait même déménager ses bureaux au sein des bureaux de cette agence-là. Puis bon, on peut s'intéresser aux activités culturelles, ça va, mais ce n'est pas notre priorité. C'est ce que la FCFA dit. La Fédération culturelle canadienne-française qui représente les artistes francophones hors Québec, on penserait qu'elle serait interpellée par l'idée d'une coopération principalement culturelle, mais elle la critique, cette idée-là. Elle dit, il ne faut absolument pas un éléphant blanc au coût astronomique, qui a des fonctions imprécises. Selon Paulette Gagnon, qui est la directrice de la FCCF à ce moment-là, elle dit il y aurait bien d'autres priorités avant la mise en place d'un centre. Elle dit regardez, nous, on a un bureau à Montréal. Ça pourrait être bien que ce bureau-là ait plus de visibilité. L'autre chose, ce serait bien d'abolir les politiques protectionnistes qui font en sorte que les Franco-Ontariens et les Acadiens qui essaient de pratiquer leur art au Québec sont traités comme des étrangers, souvent, lorsque ce sont des questions d'accès à des subventions ou d'une visibilité même au sein d'institutions fédérales comme Radio-Canada. Donc, il faudrait peut-être miser sur la question de notre visibilité au lieu de créer un centre. Donc, encore, on souligne un problème politique à l'intérieur de ces relations-là. De reconnaissance. Oui, voilà. Donc, Benoît Pelletier prend tout ça en compte. En fait, il dit oui, il y a une certaine indifférence qui s'est développée au Québec vis-à-vis des francophonies minoritaires
il faudrait peut-être reconnaître ce qu'on a en commun, reconnaître les différences. On souhaite que le Québec fasse partie politiquement de cette réalité francophone hors Québec. Et puis, bon, on veut augmenter le budget. On consacre à peu près 5 millions par année à ce moment-là pour la programmation francophonie nord-américaine. Et c'est à peu près la taille de l'enveloppe à ce moment-là. Donc, lorsque Pelletier dévoile sa vision pour le centre, il dit que ce sera un centre de recherche, un lieu de rencontre des décideurs politiques et une vitrine culturelle et artistique. Donc voilà, on recherche, politique, culture. Ce sont les trois objectifs. Et lui, il dit ça en mai 2005. Il demande au Conseil du Trésor un budget annuel de 5 millions de dollars. Or, finalement, le budget qu'il demande, il va en recevoir une fraction, seulement à peu près 2 millions, parce que ça coûte cher, en fait, rénover l'édifice qui se trouve à côté de Notre-Dame de Québec, où se trouve le Musée de l'Amérique française. La France va financer la construction, mais le projet coûte 4 millions de dollars en soi. Et l'autre chose, c'est que le Conseil des ministres n'adhère pas nécessairement à la vision ambitieuse de Pelletier. Donc, on finit par couper la recherche et les relations politiques au sein du centre. On s'en tient vraiment à la question de la promotion culturelle et des liens par les mécanismes numériques, parce qu'on est en 2008. Donc, on peut communiquer par Internet et puis faire toutes sortes de choses dans le monde numérique qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc, on a un conseil d'administration qui ressemble un peu à celui du secrétariat permanent des peuples francophones, c'est-à-dire l'État québécois nomme la moitié des administrateurs et l'autre moitié sont nommés ou dans ce cas ici élus au suffrage universel par les communautés qui sont représentées. Puis aux deux côtes de la fabrique, finalement, les locaux sont inaugurés par le premier ministre Charest et le président Nicolas Sarkozy en octobre 2008. Évidemment, on a une programmation qui est extrêmement généreuse au niveau des échanges culturels depuis ce temps-là. Et déjà, oh mon Dieu, le temps file. En 2020, finalement, on voit que le Centre de la francophonie des Amériques est encore bel et bien vivant, que les minorités francophones hors du Québec sont bel et bien là. Et justement, tu as pu constater encore aujourd'hui une volonté de rapprochement. Et puis aussi, j'imagine que la place des minorités, de ces minorités-là, est plus claire maintenant dans l'esprit des politiques et du Québec en général. Oui, dans les dernières années, on a vu un peu ce que Paulette Gagnon critiquait en 2005, l'invisibilité des artistes francophones hors Québec au sein de l'espace médiatique québécois. En fait, c'est réglé en partie, que ce soit à Ici Musique ou à Radio-Canada ou même à la télé, même à l'extérieur de Radio-Canada, on commence à connaître des humoristes et puis des chanteurs franco-ontariens et acadiens. Ils sont plus visibles en 2020 qu'ils ne l'étaient en 2005. Ça me semble assez clair qu'il y a un élément de visibilité là. Lorsque le gouvernement de Doug Ford a coupé le commissariat au service en français et le financement à la naissante Université de l'Ontario français, ben ça a soulevé un tollé chez les minorités francophones, mais aussi au Québec. Il y a eu énormément de solidarité qui a été exprimée à ce moment-là, à l'automne 2018. Ce qui a manqué, c'était plutôt de savoir comment le Québec pouvait aider politiquement là-dedans, parce que ça continue d'être une patate chaude, je vous dirais même un sujet tabou, parce qu'il y a toujours cette crainte-là que si le gouvernement du Québec intervient pour faire des pressions pour améliorer le sort des Franco-Ontariens, et bien que des politiciens anglo-canadiens vont se tourner de bord puis dire oui, mais vous reconnaissez pas l'anglais comme une langue officielle au Québec, ou que voilà, les anglo-québécois sont sous-représentés dans la fonction publique québécoise, ou en tout cas des critiques. Donc, on a, par crainte de soulever ces questions-là, on va beaucoup hésiter. Et il y a aussi
je pense que ça, il y a une dimension de ça qui est venue des minorités francophones comme telles. L'idée qu'on pourrait intervenir de façon paternaliste envers ces minorités-là, comme on le faisait parfois dans les années 60 ou même au début des années 90, où on a fait des choses qui ont brusqué le monde et puis on n'a pas envie de répéter. Donc, on a l'État québécois aujourd'hui un comportement qui est beaucoup plus prudent. Donc, ça s'explique, ça se comprend. Et veut pas, l'État québécois répond aux contribuables du Québec. Donc, les Franco-Ontariens puis les Acadiens ne sont pas des contribuables ou même des électeurs pour ces agences-là. Donc, comment dire, je suis en train de rentrer dans des complexités du fédéralisme, mais il continue à avoir évidemment beaucoup de besoins, des possibilités pour échanger puis intensifier des relations, mais il y a aussi des obstacles qui sont structurels, qui demeurent bien réels. Et si on exprime un désir pour un rapprochement ou un sommet de rapprochement qui, on l'espère, va être tenu en juin 2021, bien, il y a évidemment des impasses à dénouer à ce niveau-là. Je comprends que donc on peut terminer sur cette question. Je comprends qu'il y a un besoin qui doit être exprimé et adapté pour les années à venir. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on peut attendre justement une vraie conversation où les deux parties peuvent s'entendre? S'écouter? Je pense qu'il y a des blessures à penser, des remarques désobligeantes qui ont été faites de part et d'autre, un manque de sensibilité aussi, je pense, réciproque qui continue d'exister, à la fois des minorités envers le Québec et le Québec envers les minorités. Cette réalité-là, on l'a un peu oublié. Où on a tendance parfois à refouler au Québec un peu le statut de minoritaire sur le continent. Puis, on l'a déjà dit que la réalité des Franco-Ontariens ou des Acadiens du Nouveau-Brunswick renvoie aux Québécois l'image qu'ils ne veulent pas voir d'eux-mêmes. Et je pense qu'il y a une dimension de cette fragilité-là, de la langue et de la culture qui, on aimerait bien croire qu'il y a une espèce de confort qui s'est installé avec toutes les politiques qui ont été adoptées au cours des 60 dernières années. Et il y a une plus grande sécurité culturelle au Québec qu'il y en avait à cette époque-là. Il y a une meilleure distribution des revenus entre les francophones puis les autres minorités. Sauf que, voilà, je pense que le sort des minorités continue d'être lié au sort du Québec francophone. Et puis, il y a certainement des choses additionnelles qu'on peut faire ensemble afin de rendre la vie francophone hors Québec plus viable. Parce que il y a des difficultés qui persistent malgré tous les progrès au niveau des droits linguistiques, notamment en matière d'éducation, qui sont nettement plus développés aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Il reste encore des niveaux de transfert culturel, pas partout, mais à certains endroits qui sont inquiétants et élevés. Puis je pense qu'il faut comprendre un peu pourquoi ça se passe au-delà du jugement ou des raisons individuelles qu'on va parfois donner pour expliquer ces phénomènes-là. Ils sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Ça dépasse la motivation individuelle. C'est nettement plus complexe que ça. Oui, j'entends bien une nécessaire réconciliation, une nécessaire réforme, puis un nécessaire échange entre les peuples. Oui, finalement. Puis c'est-à-dire qu'on dépasse parfois les remontrances un peu gratuites là, qu'on va faire de part et d'autre, et puis qu'on réfléchisse réellement à ce qu'on a envie de faire ensemble, et puis ce qu'on peut faire ensemble. Même à l'intérieur du fédéralisme actuel, il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on pourrait faire, puis qui seraient mutuellement bénéfiques. Mais si on part de cet angle-là, je pense qu'on pourra élaborer des choses intéressantes. Il y a des blessures à penser, mais si on veut passer à autre chose, puis à de nouvelles façons de voir ces rapports-là et d'entretenir ces relations-là, je pense que c'est
ce sera nécessaire d'entreprendre une démarche là, qui est compréhensible. Très bien. Alors, Serge Dupuis, merci pour cette discussion, cette conférence éloquente et un bon 15 août. Ah ben, oui, un bon 15 août aux Acadiens. Je ne suis pas acadien, donc je dis un bon 15 août aux Acadiens. Merci Olivia d'avoir entretenu la conversation. C'était fort agréable. Pareillement. Bonne journée, au revoir. Bonjour Myriam. Bonjour Serge. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous pour la période de questions, mais merci pour ta conférence. Ah ben, ça me fait plaisir. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Mais justement, là, avant de lire celles qui ont déjà été écrites, vous avez terminé votre conférence en parlant de justement 15 août, fête de l'Acadie. Oui. J'avais une question pour vous justement à ce propos-là. Est-ce que, selon vous, en fait, les Acadiens ont peut-être pas un rapport plus décomplexé avec le français et surtout l'anglais? Rapport décomplexé, je dirais qu'ils ont une identité qui est plus autonome parce qu'ils ont un parcours qui est aussi ancien, même quelques années plus ancien que celui de la Nouvelle-France. Donc, je pense qu'ils ont une référence, ils ont des cultures, des balises qui font en sorte qu'ils ne sont, comment dire, ils se sentent moins menacés et sont aussi moins invisibles d'une certaine manière que d'autres francophones de l'Amérique du Nord. Lorsqu'un Québécois pense au Nouveau-Brunswick, il pense en premier aux Acadiens. Oui. Lorsqu'un Québécois pense à l'Ontario, il ne pense pas spontanément aux Franco-Ontariens. Bon, il y a une question de proportion qui entre en jeu. Les Acadiens du Nouveau-Brunswick sont une trentaine de % de la population, alors qu'en Ontario, c'est plutôt 4 %. Même s'il y en a beaucoup le long de la frontière, ils sont proportionnellement, ils ont un poids inférieur, même s'ils sont numériquement plus importants que les Acadiens. Donc, je vous dirais qu'il y a une certaine vitalité aussi en Acadie, puis en particulier au Nouveau-Brunswick, où on parlait des transferts culturels. En fait, les taux de transfert culturel sont relativement faibles au Nouveau-Brunswick. Puis si on se compare au Québec où il y a à peu près 2 % des francophones qui, à Montréal puis dans l'Outaouais, vont faire un transfert vers l'anglais. C'est seulement 6 % au Nouveau-Brunswick. Donc, en fait, c'est pas beaucoup plus élevé là, pour une province où pourtant on est minoritaire. La question se pose autrement lorsqu'on s'éloigne là, du Québec, mais il y a quand même une belle vitalité puis un développement institutionnel qui est impressionnant. Donc, c'est en partie ça qu'on célèbre aujourd'hui, le 15 août. Oui, en effet. Puis justement, il y a les États-Unis, en fait, il y a un lien qui s'est quand même perdu avec le Canada, mais il y a une francophonie qui est quand même bien présente là. Mais justement, qu'en est-il en fait de ces relations-là avec l'État québécois? Oui, avec les États-Unis, le Québec, encore, lorsqu'on pense aux États-Unis, on pense aux relations commerciales ou au tourisme, à la Floride, Californie. On entretient des relations à ce niveau-là. Donc, au niveau du développement de communautés, c'est vraiment plus comme ce sont des francophonies urbaines. Et puis, les gens qui animent, que ce soit les écoles privées ou les associations ou les alliances françaises, ce sont soit eux-mêmes des immigrants, ou des enfants d'immigrants qui viennent de l'Europe francophone ou de l'Afrique, des Antilles et parfois du Québec et du Canada français. Les populations qui sont là depuis 4, 5 ou 6 générations, par exemple, vont déjà avoir fait le transfert à l'anglais. C'est-à-dire que le sort qui est vécu par les immigrants francophones aux États-Unis était peut-être différent au tournant du 20e siècle, mais il ressemble énormément à celui des autres groupes de nouveaux arrivants aujourd'hui. Donc, cet héritage-là, un peu là, des Québécois qui sont allés justement aux États-Unis est un peu perdu en quelque sorte? Il reste une mémoire à ce niveau-là. Il reste des traces, des traditions, mais les rassemblements se passent beaucoup plus en anglais pour ces populations de vieilles souches-là. Puis, il y a des éléments de ça qui se passent aussi au Canada, dans des régions éloignées où les francophones ont été plus minoritaires, où après 4-5 générations, la langue s'est perdue. Mais c'est différent parce que l'État a pris en charge un réseau institutionnel au niveau éducatif, principalement, puis au niveau culturel. Donc, la rétention culturelle reste quand même
beaucoup plus grande au Canada qu'aux États-Unis. Donc, si les transferts sont à 90% aux États-Unis, c'est plus à la hauteur d'une quarantaine de pourcents au Canada. Donc là, en fait, je dis souvent aux gens, on peut voir le verre comme étant à moitié plein ou à moitié vide, mais en fait, on peut le voir aussi comme étant à moitié plein et à moitié vide en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des succès et des réussites, puis il y a aussi, évidemment, des problèmes dans le rapport de force que le français peut avoir dans plusieurs régions au Canada et même certaines régions au Québec. Mm-hmm. Il y a Jacques Lantin qui fait un lien avec le débat qu'il y a eu avant-hier, avec Jacques Beauchemin et Jocelyn Letourneau. En fait, il dit Jacques Beauchemin se montrait plutôt pessimiste sur la survivance du français en Amérique, à commencer par le Québec et sa métropole. Vous y avez répondu brièvement en commentaire. Je ne sais pas si vous voulez y revenir un peu. Est-ce que le Québec ne devrait pas d'abord se soucier de son sort avant de vouloir sauver les minorités francophones hors Québec? Si on part d'un point de vue pessimiste comme celui-là et qu'on a des ressources extrêmement limitées et que finalement le français va disparaître dans une génération au Québec, là, je comprendrais un peu ce comportement-là. Or, il n'y a rien qui nous indique dans l'histoire ou même avec les tendances actuelles que c'est ça qui va se produire dans la prochaine génération. Donc, premièrement, il ne faut pas être je pense qu'il ne faut pas être trop alarmiste non plus. Il faut voir la réalité pour ce qu'elle est, puis voir les difficultés. Il ne faut pas être jovialiste non plus. Puis en même temps, voir les acquis puis ce qu'on parvient à faire quand même. Donc, est-ce que l'État québécois ne peut pas se permettre un budget de 5 millions alors qu'on dépasse des milliards en éducation puis en santé? Je pense que c'est un peu difficile de dire, de ne pas pouvoir se voir un peu comme un État parent avec une certaine diaspora. La France se voit de cette façon-là, Israël se voit de cette façon-là, l'Italie se voit de cette façon-là. Est-ce que le Québec pourrait se voir comme quelque chose comme un grand peuple qui peut-être tiendrait des relations avec des minorités qui sont plus faibles? Là encore, je pense qu'on est en train de voir un peu trop le verre à moitié vide. Puis on dit, de toute façon, ça va disparaître. C'est une platitude qu'on disait aussi dans les années 60 et les minorités francophones ont pas disparu. Elles sont devenues proportionnellement, leur poids proportionnellement a diminué. Ça, c'est clair. Mais au niveau numérique, le nombre de francophones a quand même augmenté. Donc ça, il ne faut pas perdre ça de vue quand on fait des déclarations choc comme celle-là. Oui, en effet. Puis justement, si on compare l'engagement du Québec en Amérique avec, par exemple, la France ou l'Afrique, est-ce qu'on peut dire que c'est semblable? C'est Gilles Lerman, justement, qui a posé une question à ce sujet-là. Est-ce que, je dirais, la similitude, je vais peut-être moins parler de l'Afrique, je verrais plus une similitude entre le rapport de la France avec le Québec, où l'affiliation est claire. Il y a un rapport de taille aussi qui joue d'une influence culturelle, d'une relative absence peut-être dans la conscience collective, ou si oui, c'est parfois un peu folklorique comme représentation. Je vous dirais à ce niveau-là des perceptions, il y a peut-être des similitudes là, entre les rapports. Mais au niveau du pouvoir, je ne pense pas que l'État québécois exerce vraiment un pouvoir dans les milieux franco-canadiens. Je veux dire, on peut faire de la diplomatie culturelle, on peut faire des échanges. Il y a énormément de mouvements, comme ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même 7000 francophones québécois qui quittent le Québec à toutes les demi-décennies, donc c'est à peu près 1500 par année, pour s'installer dans une autre province canadienne. Donc, il y a une grande partie de la francophonie hors Québec que ce sont des gens qui sont nés au Québec. Et parce qu'on a la liberté de se déplacer entre provinces, ça fait en sorte qu'il y a un mouvement quand même important intra-canadien des francophones. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. On fait partie de juridictions provinciales qui sont légèrement différentes, mais on fait quand même partie d'un même pays. Donc le mouvement puis les responsabilités que les provinces peuvent avoir vis-à-vis de l'autre langue officielle, il y a quand même des similitudes. Donc, je dirais qu'on peut peut-être faire au niveau émotif là, des comparaisons, mais au niveau politique, il n'y a aucune similitude, à mon avis. Mm-hmm. Puis, est-ce que justement ces réseaux-là intra-canadiens, est-ce que ça s'élargit quand même en dehors justement du Canada et même, est-ce que ça va ailleurs en Amérique, par exemple, les Antilles,
l'Amérique centrale? Le Centre de la francophonie des Amériques a des relations avec des individus puis des groupes francophones en Amérique du Sud, puis en Amérique latine et dans les Antilles. Ça, c'est clair. Je dirais qu'il y a peut-être une distinction entre la vision libérale et la vision péquiste de la question. Je pense que le Parti québécois croit un peu plus... un regard peut-être un peu plus sévère envers la viabilité de certaines communautés. Ils se disent, ben, les francophones aux États-Unis, oui, mais c'est des individus, ils n'ont pas de droit politique particulier. Si on a besoin d'investir des efforts en quelque part, ça va être envers des communautés dites plus viables, comme la communauté acadienne au Nouveau-Brunswick ou les Franco-Ontariens, par exemple, ou d'autres concentrations plus régionales ailleurs au pays. On va concentrer nos efforts là parce qu'il y a un taux de reproduction culturelle de transfert vers les générations subséquentes du français. Donc, on va préférer entretenir des relations avec ce qu'on voit comme étant des communautés politiques. Alors que dans la vision libérale, on voit plus les individus francophones, n'est-ce pas? On est plus le parti des droits individuels, donc on a plus tendance à vouloir entretenir des relations avec des associations, mais surtout des individus où qu'ils soient. Parce que c'est le Parti libéral aussi, ou un gouvernement libéral qui a créé le Centre de la francophonie des Amériques, il demeure marqué en partie par cette perspective-là plus individuelle d'une francophonie des Amériques. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup, Serge Dupuis, d'avoir été des nôtres pour la période de questions. Merci à toi, Myriam. Puis pour ceux et celles qui nous écoutent, en fait, là, je vous invite à aller voir à 19h la conférence de Sylvain Lombroso sur les Mormons et la généalogie. Et sur ça, on a aussi demain, en fait, une journée complète pour les rendez-vous d'histoire. Donc, restez à l'affût puis regardez notre programmation. Donc, merci encore, Serge, et bonne soirée. Bonne soirée.